Bon, on n'arrête pas de parler des législatives, mais est-ce que vous savez ce qui n'est pas mis en pause pendant ces élections? Les guerres. Alors aujourd'hui, dans Actu Réfractaire, on va vous faire une mise à jour sur la situation en Ukraine et en Palestine. Et on finira avec quelques actualités françaises. C'est parti pour votre Actu Réfractaire du jour. Poutine a visité la Corée du Nord pour la deuxième fois dans sa carrière politique, probablement en retour de la visite de Kim Jong-un en septembre dernier. Et on peut supposer que cette rencontre a lieu dans le contexte des tensions internationales pour renforcer leur coopération. Et d'ailleurs, pendant cette visite, Poutine et Kim Jong-un ont signé un traité prévoyant une assistance mutuelle en cas d'agression contre l'un ou l'autre. La Maison-Blanche, évidemment, a commenté cette visite en disant qu'il ne s'agit pour le moment que d'un flirt, même si les autorités états-uniennes se sont inquiétées sur BBC du fait que l'État de Corée du Nord fournisse des armes à l'armée russe et soutiendrait son effort de guerre. Bon, concrètement, ça voudrait dire l'ouverture des arsenaux de son pays caserne, principalement pour fournir des obus et des missiles balistiques, ou encore une main-d'œuvre qui commence à manquer du fait des vagues de mobilisation russe. Et l'État russe rendrait l'appareil en soutenant l'État de Corée du Nord dans son bellicisme à l'égard de la Corée du Sud, son voisin, allié des États-Unis, mais aussi en fournissant une aide alimentaire cruciale ainsi que l'expertise russe en matière de satellites militaires. Et qui dit nouvelles alliances, dit aussi mise en péril d'alliances plus anciennes. Bah oui, parce que jusque-là, la Corée du Nord dépend en grande partie de l'État chinois du fait des sanctions occidentales. Un soutien russe permettrait à Kim Jong-un de mener une politique plus indépendante et libérée des pressions de Pékin. Ce qui voudrait dire que ça bouleverserait dans la région des rapports de force déjà instables. Bon, et pendant que la Russie confirme des alliances, l'Ukraine pourrait en faire de même. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN sera discutée lors du sommet de l'OTAN à Washington du 9 au 11 juillet. Le secrétaire de l'OTAN s'attend à des annonces de soutien militaire accru et croit que plus l'Ukraine aura des engagements fiables à long terme, plus vite la guerre prendra fin. Mais en attendant, tant que la guerre continue, son impact sur la société ukrainienne est de plus en plus dystopique, de quoi inspirer un nouvel épisode de Black Mirror. Le cabinet de ministres ukrainien a adopté le 7 juin une résolution qui vise à réserver des employés pour les entreprises des secteurs critiques sur un portail intitulé DIA, qui serait disponible dans quelques semaines. Dans un premier temps, le but c'est que les entreprises critiques, et en particulier celles qui travaillent pour les besoins de la défense, puissent réserver des employés en ligne sur toute la masse de main-d'œuvre disponible dans le pays. Et cette mesure, elle concerne aussi les entreprises étrangères qui produiront ou produisent déjà sur le sol ukrainien, comme par exemple l'entreprise états-unienne Northrop qui a déclaré début juin qu'ils vont produire en Ukraine des munitions de moyen calibre. Le projet sera financé en dollars ukrainiens dans le cadre des accords de coproduction qui ont été signés entre le Pentagone et le gouvernement ukrainien, selon Breaking Defense. L'info a été confirmée par Stanley Brown, un membre du gouvernement états-unien responsable des affaires politico-militaire lors du salon de l'armement Eurosatory à Paris. Lors de son discours, il a déclaré que le nouveau programme du département d'État états-unien vise à développer les entreprises de défense en Ukraine et investirait 2 milliards de dollars dans la base industrielle de défense du pays. Bon voilà, c'était un tour d'horizon rapide. Dites-nous en commentaire si la prochaine fois vous voulez quelque chose de un peu plus développé. On poursuit avec plusieurs informations sur la Palestine. Caisse de Grève partage le discours de Chris Sidoti, membre de la commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU, qui dit, je cite, « L'armée israélienne est l'une des armées les plus criminelles du monde. » The Israeli army is one of the most criminal armies in the world. Et a rappelé aussi les décennies de blocus, d'occupation et de dépossession. À la frontière libano-israélienne, la tension monte d'un cran. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré, je cite, « Nous sommes très proches du moment où nous déciderons de changer les règles du jeu contre le Hezbollah et le Liban. Dans une guerre totale, le Hezbollah sera détruit et le Liban sera touché durement. » L'armée israélienne a confirmé qu'elle avait validé des plans d'attaque massive contre le Liban. Il se prépare donc officiellement à une guerre totale. Côté Yémen, les brigades Houthi Ansar Allah continuent les attaques sur le détroit de Bab el-Mandeb. Ils ont publié une vidéo en mer Rouge où l'on voit un pétrolier attaqué par 2 bateaux kamikazes. Une fuite en avant guerrière, largement prévisible, mais jamais arrêtée, ni par l'administration états-unienne, ni par l'État français. Vous savez, on vous parlait hier des révélations d'exportation de composants militaires produits en France vers l'État israélien. D'ailleurs, la police avait mis en garde à vue prolongée l'une des journalistes de Blast qui avait bossé sur le sujet. Elle a finalement été libérée après 32 heures de détention. Et dernière information qui va à l'encontre de toute la propagande de l'État israélien, Libération partage une enquête qui révèle que le renseignement israélien était bien au courant, 3 semaines avant le 7 octobre, du projet du Hamas d'attaque massive
au sud d'Israël pour capturer des otages. Mais c'est pas la première fois qu'une telle enquête arrive aux mêmes conclusions. En novembre, le New York Times avait révélé que plus d'1 an avant l'attaque du 7 octobre, l'État israélien avait été mis au courant d'une préparation d'une attaque d'envergure. Bon, sinon, Bardella a encore précisé le programme qu'il veut mettre en place s'il devient Premier ministre. Je ferai du rétablissement de la sécurité, de l'autorité et de l'ordre sur chaque mètre carré du territoire la priorité de mon action et j'y consacrerai toute mon énergie. Mais concrètement, comment ? Monsieur Bardella. Voilà. Il a aussi précisé qu'il se portera candidat Premier ministre seulement si le Rassemblement national devient majoritaire à l'Assemblée nationale. La Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire française, a confirmé la condamnation du Rassemblement national, une amende de 250 000 € pour abus de biens sociaux dans l'affaire des kits de campagne. Vous savez, en gros, Le Pen a vendu à ses députés des affiches et des tracts à 16 650 € qui ont été ensuite remboursés par nos impôts via l'État, vu qu'ils ont dépassé les 5% législatives. Et qu'a réellement financé cet argent? Eh bien, le micro-parti de Le Pen et une société dirigée par Frédéric Chatillon, un ancien président du GUD, vous savez, l'organisation historique des jeunesses fascistes en France. Autre nouvelle, la Commission européenne recommande d'ouvrir une procédure contre l'État français. En cause, un trop grand déficit budgétaire. Voilà, c'est une info qui a beaucoup circulé, mais qu'il faut quand même relativiser, parce que, en fait, ces procédures sont annoncées dès qu'un État ne respecte pas les fameuses règles budgétaires, mais ces sanctions ne sont quasiment jamais appliquées. Ça n'empêche que l'énorme déficit de l'État français en 2023, de plus de 300 milliards, pose de grands problèmes de financement. Si le prochain gouvernement veut jouer avec les règles du pouvoir économique, eh bien, il va devoir imposer une sacrée cure d'austérité. D'où le choix aujourd'hui entre l'austérité ou la rupture. Et aujourd'hui, on finit avec le point abonné. Et c'est Mathieu qui nous a écrit. Si toi aussi, tu veux faire passer une info ou une lutte locale aux autres abonnés, eh bien, tu peux nous écrire à actu@lecanardrefractaire.org. C'est gratuit, c'est facile et ça nous permet de te donner la parole. Du coup, Mathieu a voulu nous parler de la qualité de l'eau dans le département de la Vienne, puisque la préfecture du coin a décidé de faire sauter l'obligation de surveillance du chlorothalonil dans l'eau. Ce produit est en fait un puissant pesticide antifongique utilisé dans l'agriculture, mais aussi dans les peinture des coques de bateaux. Et est-ce que vous savez pourquoi la préfecture a décidé de supprimer son contrôle? Eh bien, c'est parce que sa concentration dans l'eau était trop importante depuis plusieurs semaines, mais le syndicat des eaux locales n'est pas en capacité de traiter ou filtrer les résidus. Voilà. C'est sûr que si on contrôle plus rien, on risque de ne plus rien trouver, et donc, il n'y a plus de problème, non? Bon alors, pour faire avaler sa couleuvre, la préfecture se repose sur un rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui indiquait simplement que l'eau potable était de plus en plus contaminée par ce phytosanitaire, mais qu'elle n'était pas en capacité de déterminer quelle concentration est dangereuse pour les humains. Voilà. Pourtant, l'ANSES donnait en 2023 des conseils déjà appliqués par l'usine de Méry-sur-Oise dans le Val d'Oise, avec la mise en place d'un filtre membranaire qui filtre tous les résidus d'antifongiques. Bon, et chez toi, l'eau, elle est comment? Dis-nous tout en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner pour ne rien louper. En tout cas, vous êtes nombreux à nous suivre tous les jours et ça fait plaisir de voir que notre travail quotidien vous plaise. Si vous voulez soutenir notre indépendance, vous pouvez nous faire un petit don régulier sur Tipeee. Le lien est en description. Force à vous et à demain vers 18 h pour votre prochaine Actu Réfractaire. Ciao!